Oui, c'est Jérôme Parra qui va nous parler du robot. Alors, le robot, c'est pas un sujet nouveau. On s'extasie en France, mais ça fait 15 ans qu'on en fait, et notamment à la Pitié, en partie grâce à mon voisin de droite qui est en train de parler à Eva. Et par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à faire des cystectomies robots, et qui dit cystectomie dit remplacement du réservoir vésical. Et toute la question, c'est que les Américains en ont fait pendant un temps, mais truquaient un peu les résultats, puisqu'ils faisaient toute la deuxième partie de l'intervention par des millilaparotomies, en disant qu'ils avaient fait une technique totalement intracorporelle. Donc on s'est lancé dans l'aventure, et c'est Jérôme Parra qui mène la danse à la Pitié sur ce sujet, et il va nous faire part de son expérience. Donc écoute Jérôme. Merci Morgane. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous parler des cystectomies par voie robotique et des reconstructions vésicales totalement intracorporelles. D'abord un peu d'historique, pour me faire un petit peu plaisir. La première cystectomie célioscopique, elle a été faite en 92 par Parra, c'est un de mes abonnés, il fait pas partie de ma famille, c'est un Sud-Américain. Il n'a pas fait la reconstruction intracorporelle, mais il s'appelait Parra quand même. La première cystoprotectomie robot-assistée sans reconstruction intracorporelle a été réalisée en 2003, donc c'est il y a un petit moment, sur la première génération de robots, par Mehdi Mennone. Donc on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui on commence à faire plus de reconstruction, mais le concept de chirurgie mini-invasive dans la vessie n'est pas tout à fait nouveau. La cystectomie aujourd'hui, c'est quoi en 2018? C'est le traitement de référence, ça reste la chirurgie ouverte. Sur le recueil qui a été fait en 2014 en France, c'est à peu près 5 heures de chirurgie, un segment moyen de presque 1 litre, on transfuse les patients dans toute la moitié des cas, un séjour prolongé, 3 semaines pour un remplacement, pas beaucoup moins pour une dérivation non continente de type Bricaire, et avec un taux de complications très élevé. Alors évidemment, les complications, ça va de clavien 1 à 5. Ça peut être un peu de fièvre ou une réintervention, mais néanmoins ça reste important, avec un taux de mortalité périopératoire qui reste très loin d'être négligeable. Donc dans ce contexte, est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie mini-invasive? Est-ce qu'on ne prend pas de risque carcinologique à réaliser des erreurs par voie laparoscopique? Est-ce qu'on ne prend pas de risque sur les complications digestives, notamment, surtout au début de la courbe d'apprentissage, parce qu'on compare ça avec une technique il y a 40 ans, la chirurgie ouverte ça marche bien par ailleurs, et c'est pas tout à fait nouveau. Est-ce que c'est juste une prouesse technique ou est-ce qu'il y a vraiment un gain pour le patient et à quel prix pour la société, pour la Sécu en l'occurrence? D'abord, le risque carcinologique, c'est bien sûr la principale inquiétude, et au départ c'était ce qui poussait les gens à continuer la chirurgie ouverte. Sur les marges vésicales, donc pas péritonéale, la qualité du curage, est-ce qu'on fait un aussi bon curage par voie robotique ou est-ce qu'on le fait mieux en chirurgie ouverte? Est-ce qu'on a plus de récidive précoce ou de carcinose péritonéale comme on le craignait au départ sur les tumeurs de la extractrice, où la célioscopie était très décriée? Et puis est-ce que ça change quelque chose sur la survie des patients, ce qui est bien sûr le plus important? D'abord sur les marges, eh bien, on a le même taux de marge au robot qu'en chirurgie ouverte. Dans les centres de haut volume, ce qui est vrai pour la chirurgie conventionnelle reste vrai pour la chirurgie robotique. Plus on en fait, mieux on fait. Et on a des taux de marge qui sont tout à fait comparables dans les grosses séries aux séries plus anciennes de chirurgie ouverte. Dans les études, cette revue de la littérature, on voit à droite la chirurgie ouverte, à gauche la chirurgie robotique. On voit qu'il n'y a pas de différence en termes de marge. On va retrouver les mêmes schémas pour les ganglions un petit peu plus tard. Pour le curage, on a des curages de bonne qualité en chirurgie robotique, à mon sens, et que mon avis est probablement un peu mieux qu'en chirurgie ouverte. On arrive à remonter beaucoup plus haut. C'est un temps important de la chirurgie du cancer de la vessie. Au robot, ça prend facilement 1 heure en début de procédure, avant même de commencer l'exérèse de la pièce. On retrouve, comme en chirurgie ouverte, beaucoup de ganglions positifs. Il y a une étude intéressante qui a été menée où le curage robot a été réalisé. Alors c'est discutable sur le plan éthique, on est d'accord, mais le curage a été réalisé, ils trouvaient 43 ganglions en moyenne. Et ensuite, ils ont ouvert le malade pour compléter le curage en chirurgie conventionnelle pour voir s'ils trouvaient plus de ganglions. On est d'accord que c'est très discutable, néanmoins, on voit bien que d'une part, le curage était très étendu en chirurgie robotique et que d'autre part, ils ne trouvaient pas grand-chose de plus en chirurgie ouverte. Là encore, on ne voit pas de différence dans les études entre la voie robotique et la voie ouverte. Le risque de carcinose péritonéale récidive précoce, il existe. Et là, c'est montré des métastases sur les trous de trocars, le porte-site en bas. C'est vraiment produit probablement lorsqu'on ouvre la pièce, qui est déjà un problème en chirurgie ouverte, ce qui est probablement une catastrophe en chirurgie laparoscopique. Donc ça arrive vraiment. Évidemment, comme pour le reste, ce risque-là diminue avec l'expérience, mais c'est pas un mythe, il y a bien des métastases, il y a eu en tout cas des métastases sur les trous de trocars dans cette publication. La survie,
Et c'est ça le plus important à mon sens. On ne voit pas de différence de survie, ça c'est une étude rétrospective, mais qui montre des survies comparables entre le consortium de chirurgie robotique et les séries qu'on avait l'habitude de voir en chirurgie ouverte. Bien sûr, tout ça a été rétrospectif et donc discutable. Ce qui n'est plus, c'est l'étude qui a été menée et dont les résultats sont sortis cette année ou l'année dernière, les CRSORS, où ils ont randomisé 350 cystectomies, la moitié en ouvert, l'autre en chirurgie robotique. Et là, c'est une étude de non-infériorité. On n'a pas vu de différence de survie à 2 ans pour les patients qui étaient opérés au robot. Alors, on dit 2 ans c'est court, mais si on considère que le risque principal c'était la dissémination, la carcinose, etc., probablement qu'on aurait déjà un impact à 2 ans là-dessus. Bien sûr, l'étude continue, on aura des résultats à plus long terme, mais c'est déjà très encourageant et à mon sens, ça écarte le problème de risque supplémentaire avec la chirurgie mini-invasive. Ça, c'est les résultats des courbes de survie entre la chirurgie ouverte et la chirurgie robotique. On voit qu'il n'y a pas de différence pour l'instant. On va voir à plus long terme. Donc, à mon sens, et les études sont montrées la même chose, le risque carcinologique est identique sur la chirurgie mini-invasive. Quid des complications et la courbe d'apprentissage de cette chirurgie qui reste un petit peu compliquée, bien sûr, aussi en chirurgie robotique. On a une étude allemande qui est déjà un peu ancienne, 2013. Alors là, si on regarde que cette étude, c'est formidable. Le robot, ça fait mieux partout. On hospitalise les gens 3 jours de moins, ils ne saignent plus. Il y a moins de complications sévères. Vous voyez en rouge les complications de la chirurgie ouverte, en vert celle de la robotique. On a l'impression que c'est formidable. C'est probablement pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là encore, on voit le taux de transfusion très faible, ils sortent plus vite, c'est toujours la même étude. Une durée opératoire qui n'est pas si différente, il y a juste 1 heure de plus pour le robot. Des curages qui sont beaucoup mieux avec le robot, un saignement qui est beaucoup moindre. Je pense que la vérité, c'est pas tout à fait celle-là. Les études plus grosses qui comparent les grosses séries avec le consortium de chirurgie robotique notamment et les séries de chirurgie ouverte montrent que globalement c'est comparable, pas sur le saignement mais sur les complications. On ne retrouve pas plus de complications pour la chirurgie robotique. La courbe d'apprentissage, c'est effectivement un enjeu, c'est une chirurgie qui est difficile, qui est longue au départ. La courbe que je vous montre, c'est la courbe du chirurgien qui a développé la technique. Il a quasiment inventé, c'est-à-dire que Peter Wiklund, qui a commencé en 2004. Donc on est très, très longtemps de ça, ce n'était pas les mêmes robots qu'aujourd'hui, il n'y avait pas la même expérience globale en chirurgie robotique, et on voit qu'au départ, il mettait 10 heures à faire une cystectomie, ce qui est évidemment un petit peu long. En 2010-2011, il a commencé à former un de ses assistants, et vous voyez que l'assistant, c'est les courbes que vous voyez à la fin, il a rattrapé la courbe d'apprentissage assez vite, avec des durées opératoires tout à fait acceptables. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on forme des chirurgiens à la cystectomie. On obtient dès le départ des durées opératoires plus longues que la chirurgie ouverte évidemment, mais acceptables, qui diminuent assez rapidement avec l'expérience. Donc les complications, pour l'instant il n'y a pas de différence. La courbe d'apprentissage, elle existe comme pour toutes les chirurgies, mais avec un accompagnement et un compagnonnage comme on ferait en chirurgie ouverte, ça fonctionne très bien. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on gagne pour le patient ? Clairement pas de la durée opératoire. Vous voyez que la durée opératoire est toujours plus longue en chirurgie ouverte qu'en chirurgie robotique, y compris avec un opérateur expérimenté. Si on prend Peter Wiklund, qui est la référence mondiale pour ça, et quelqu'un qui a fait 1000 cystectomies ouvertes, évidemment que le chirurgien de chirurgie ouverte ira plus vite. Pour les pertes sanguines, c'est pour le coup beaucoup mieux pour la chirurgie robotique. Il y a moins de transfusion, un petit peu moins, une tendance à une hospitalisation un peu plus courte. Le retour du transit et de l'alimentation est probablement un petit peu mieux pour la chirurgie robotique. Mais là encore, ça c'est des études qui sont déjà un petit peu anciennes et avec une reconstruction extracorporelle, ce qui est plus tout à fait le standard aujourd'hui. Ça c'est les données qui sont extraites de la série randomisée dont je vous parlais tout à l'heure. La seule chose qu'ils retrouvent dans les critères secondaires, c'est que ça dure plus longtemps d'opérer au robot qu'en chirurgie ouverte. Et dans cette étude, ils ne voient pas de différence entre les durées d'hospitalisation. Je vous parlais au départ de 21 jours d'hospitalisation en France. Vous voyez qu'aux États-Unis, on est à 6 jours ou 7 jours, ce n'est pas du tout les mêmes modèles. Et sur ces modèles-là, ils ne voient pas de différence entre les deux. Et il y a même des séjours de moins de 5 jours, ce qu'on n'imagine pas bien réaliser en France, quelle que soit la voie de voie. L'enjeu, à mon sens, aujourd'hui, c'est plus tellement de savoir si on fait au robot ou pas, ça va tendre vers la chirurgie robotique, c'est de savoir si on fait la dérivation intra- ou extracorporelle, et est-ce qu'en le faisant totalement intracorporelle, on gagne du bénéfice pour le patient.
Il y a une étude qui est de 2014 du consortium de chirurgie robotique qui regroupe les principaux gros centres mondiaux qui font la chirurgie robotique. Vous voyez qu'il n'y a que 167 remplacements intracorporels, c'est liquide, et 768 extracorporels. Dans les deux séries, on trouve une durée opératoire identique. Alors, identique pour la chirurgie robotique, hein, pas comparée à la chirurgie ouverte, bien sûr. Dans cette série, un petit peu de bénéfices pour la dérivation intracorporelle, un tout petit peu moins de complications pour l'intracorporel et moins de complications digestives, surtout pour la chirurgie intracorporelle. Il y a une vraie différence, à mon sens, pour les dérivations pour l'instant de type Bricker. Ça, c'est l'étude qu'on a menée avec Morgane, une étude multicentrique sur les différents centres en France qui font de la chirurgie robotique, sur les dérivations intra- et extracorporelles. Et dans le sous-groupe des Bricker, les dérivations non continentes, on voit que ça change encore les pertes sanguines, alors que l'exérèse est faite de la même façon par voie robotique, mais les pertes sanguines sont plus importantes pour la chirurgie, pour la dérivation extracorporelle. La durée moyenne de séjour, vous voyez, c'est l'inverse que sur la série d'avant, c'est un jour de différence, mais dans l'autre sens. Et surtout, ce qui était un peu contre-intuitif pour nous au départ, c'est que la durée opératoire est plus courte en intracorporel. C'est-à-dire qu'on va plus vite à faire les anastomoses à l'intérieur que de faire une mini-incision pour sortir le greffe, faire l'anastomose digestive, faire les anastomoses latérales et refermer ensuite. Les complications, dans cette série, pas de différence. Alors, sur le plan fonctionnel, c'est un peu difficile de vous répondre précisément parce que on n'a que des séries mixées avec plusieurs centres qui ne font pas tous la même technique. Certains font en extracorporel, d'autres en intracorporel, et la forme de la plastie n'est pas toujours la même. Donc, selon les centres et selon le recueil des données, on a des continences qui vont de 50 à 100%. Globalement, on a l'impression que c'est la même chose qu'en chirurgie ouverte, avec 90% de patients continents à 12 mois. Pas de différence entre extra et extracorporel, mais là encore, c'est très difficile dans les études de savoir quel type de reconstruction est faite, et on sait que pour les entéroplasties, c'est très important. La fonction éréctile, c'est encore pire, c'est-à-dire que l'évaluation préopératoire n'est pas toujours faite, le type de préservation n'est pas toujours précisé, et l'évaluation post-opératoire, c'est très discutable aussi, donc je ne peux pas vous répondre de façon certaine là-dessus. On a l'impression qu'on fera au moins aussi bien qu'en chirurgie ouverte, si ce n'est un peu mieux pour les chirurgiens qui ont l'habitude de la prostatectomie par voie laparoscopique robot-assistée, on fera le même genre de chirurgie par voie robotique. Encore, c'est un petit peu trop hétérogène. Donc le gain pour le patient, c'est pour l'instant simplement de la transfusion, peut-être un petit peu de durée opératoire, et probablement, mais ça, il faut des études un peu plus poussées, un peu plus longues. On aura les résultats de l'étude Razor, et on est en train de faire l'étude en France, pour savoir si on diminue vraiment la durée de séjour ou pas, sachant que la chirurgie robotique arrive dans la vessie en même temps que la réhabilitation accélérée, et donc c'est un petit peu difficile de faire la part des choses entre ce qui est dû à la nouvelle voie d'abord et ce qui est dû aux nouvelles pratiques. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse définitivement à ça. Et enfin le coût, le coût de la chirurgie robotique, il est évidemment très important, il fait beaucoup de polémiques, on l'a eu pour la prostate, on l'a pour la vessie. Il n'y a pas de remboursement spécifique pour la chirurgie robotique, le coût des instruments impacte fortement le coût de cette chirurgie. À mon sens, c'est un faux débat sur le coût pour la cystectomie comme pour le reste du robot. Évidemment, ça coûte cher. Une étude américaine, je vous montre ici 2014, qui compare les coûts de la chirurgie ouverte versus la chirurgie robotique. On voit, c'est la première partie du diagramme, les supplies, les consommables qui font vraiment la différence sur le coût total. Le coût du robot, le plus souvent dans les structures où on fait de la cystectomie, il est déjà amorti, mais le consommable, il va être bien sûr beaucoup plus cher, et donc ça fait une vraie différence. Si on voulait vraiment être rentable, là encore c'est une étude américaine, mais c'est amusant de voir, si on le transposait à ce qu'on fait ici, en bas c'est le nombre de jours, et avec la durée opératoire, si on prend une durée moyenne de séjour comme on a actuellement à la Pitié pour les cystectomies qui est de 14 jours, il n'y a aucun moyen d'avoir une rentabilité pour la cystectomie robot, c'est-à-dire que même si on opère en une seconde, c'est pas rentable. Si on voulait, il nous faut à peu près 4 heures 4-5 heures pour faire une chirurgie avec une reconstruction intracorporelle, il faudrait qu'on fasse partir le patient au bout de 5 jours, ce qui en France est plus que difficile. Donc on ne voit pas bien de moyen de rentabiliser la chirurgie ici. Le surcoût de la procédure robot, c'est au minimum 2 000 € si on n'utilise pas de technologie d'hémostase avancée. Mais c'est à mettre en perspective avec le coût total du traitement. 15 jours d'hospitalisation en France, c'est 30 000 €.
On le voit quand on fait des devis pour les patients. La chimiothérapie néoadjuvante, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Et c'est à mettre en perspective avec les autres traitements. Est-ce qu'on accepte de dépenser pour d'autres maladies plutôt en fin de course. On voit que le Zytiga c'est 3 000 euros par mois, le Xtandi c'est 3 000 euros également, les traitements du cancer du rein métastatique c'est 3 000 euros par mois. Donc c'est évidemment 2 000 euros de surcoût au départ, mais c'est ça qui va guérir le patient, c'est un peu la chimiothérapie qui peut améliorer la survie, mais le traitement du cancer de vessie c'est la chirurgie, et à mon sens, dépenser 2 000 euros de plus au départ n'est pas forcément une catastrophe, et on ne peut pas toujours justifier la rentabilité d'un traitement. Un autre exemple plus ancien, la taille vésicale, ça marche très bien, on enlève le calcul en 5 minutes, on fait une petite incision, ça coûte 3 aiguilles. Si on veut faire la même intervention en endoscopie avec un laser, oui, il faut acheter une colonne, il faut acheter un laser, il faut des fibres, la durée opératoire elle va être multipliée par 10, mais à la fin le patient il sera avec une sonde un peu plus vite. Je suis d'accord, on n'en est pas là pour la vessie, mais c'est ça que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'on ne peut pas toujours comparer au traitement de référence le moins cher. Les traitements vont continuer à coûter de plus en plus cher. Donc le coût reste un problème, mais à mon sens c'est un petit peu discutable. Une dernière diapositive pour un peu lancer le débat et un peu tendre le bâton pour me faire battre. Est-ce qu'il faut continuer à préserver l'expertise de la chirurgie ouverte en chirurgie du cancer de vessie, mais plus globalement, et se dire qu'il faudra toujours garder ça au cas où le robot ne fonctionne pas, au cas où il y a une panne, au cas où il y a un problème, et que la base, ça doit rester la chirurgie ouverte. Je reprends toujours le même exemple de la néphrectomie bivalve pour le cancer du rein. J'entends parler de ça depuis que je suis interne, en me disant à l'époque on faisait comme ça, c'est super, ça marchait très bien, c'était une grosse chirurgie. Maintenant on fait des néphroïdotomies percutanées, ça ne viendrait plus à l'idée de personne de faire une néphrectomie bivalve, j'en ai jamais vu, il y en a peut-être encore qui se font, mais j'en ai jamais vu. Et la NLPC, les néphroïdotomies percutanées pour les traitements des calculs, ça fonctionne très bien, il y a des complications aussi, mais qui sont gérées de façon mini-invasive également, et je ne pense pas qu'on revienne un jour en arrière, et donc cette intervention, moi je ne la connais pas, je ne sais pas la faire, une néphrectomie bivalve, et je ne crois pas qu'elle sera enseignée à nos internes actuellement. On en est bien sûr encore assez loin pour la chirurgie laparoscopique, mais je pense qu'on tend vers ça, et que les tumorectomies, on en parle de temps en temps avec M. Bucler, on les fait plus en lobotomie maintenant, on les fait au robot, et c'est vrai qu'on les apprend plus aux internes, mais est-ce que vraiment ils ont besoin de le savoir le faire? Je ne suis pas certain. Pour conclure, j'aurais noté que les résultats oncologiques sont comparables et on a des études relativement solides là-dessus. On sait de façon certaine que ça diminue le saignement, peut-être un petit peu la durée d'hospitalisation, probablement des complications. Tout ça reste évidemment à démontrer plus précisément. À mon sens, ce qui va changer un peu les choses, c'est que la dérivation totalement intracorporelle, on va probablement encore gagner un petit peu baisser un petit peu les complications et baisser encore un peu la durée d'hospitalisation une fois que ce sera correctement diffusé. Je vous remercie. Oui, vas-y. Bravo pour cette très belle présentation. Une question simple. Quel est le volume, le nombre d'interventions que vous avez faites sur robot? Première question. Deuxième question, combien de conversions? Troisième question, combien de complications directement imputables pour robot? Alors, avant de commencer le programme de chirurgie robotique, je devais avoir fait à peu près 400 interventions de chirurgie robotique, que ce soit des prostatectomies, des néphrectomies. Là, on en a une centaine de chirurgies, à peu près 400-500 procédures robots avant de me lancer dans la cystectomie, et on est à peu près une centaine de procédures aujourd'hui à la pitié. On a eu deux conversions, enfin j'ai fait, c'est pas bon, pour le coup c'était moi, deux conversions. La première, sur les 2 secondes, la première c'est un malade avec un bigamie à plus de 40, je ne sais plus à combien, pour lequel on devait faire, qui était adressé pour qu'on essaye de faire un remplacement intracorporel, parce qu'on ne sentait pas de le faire en extracorporel, et n'y arrivant pas en intracorporel, sachant que je n'avais jamais vu un échec d'entéroplastie par voie ouverte, on a converti pour essayer de le faire en voie ouverte, on n'a pas réussi, on a fait un briquet. Ça c'est la première. Et la deuxième, un patient plus mince, pour lequel il n'y avait aucune raison de ne pas réussir à descendre la plastie. Et ça c'était en milieu d'expérience, donc c'est pas au tout début de l'expérience, mais là non plus j'y arrivais pas. Et là encore, parce que j'avais jamais vu, à part le patient obèse quelques mois plus tôt, un échec, là j'ai converti et j'ai réussi à faire la plastie sans problème. Donc deux conversions sur une centaine de patients. Une, probablement une éducation un peu discutable, j'aurais peut-être dû faire d'emblée un briquet intracorporel, mais voilà. Et la deuxième, parce que je n'arrivais pas à descendre,
je ne peux pas vous dire si aujourd'hui j'aurai le même problème ou pas avec un peu plus d'expérience, mais quoi qu'il en soit, 2 conversions. Les 2 patients après ça ont eu des suites normales et des complications spécifiques dues au robot. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de complications qu'on peut imputer directement au changement de technique, si vous voulez. Oui, Xavier. Oui, merci, très bel exposé. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en comparant la chirurgie ouverte, la cœlioscopie classique, alors peut-être juste pour la cystectomie, mais peut-être pas pour la dérivation et les anastomoses intracorporelles, et la chirurgie robotique? Première question, parce que finalement la laparoscopie pour la prostatectomie versus robot, on est dans des chiffres qui sont souvent identiques. Hein. Et deuxième question, est-ce que vous avez pu stratifier par rapport au type histologique des tumeurs, des épididymoïdes contre les tumeurs plus classiques? Et troisième chose, c'est une remarque, c'est par rapport à ce que vous dites sur est-ce qu'il faut encore apprendre la chirurgie et ça, je crois que je suis assez de votre avis. Je suis assez de votre avis parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Et comme dans l'aéronautique, quand le pilote automatique ne marche plus, le pilote n'est pas capable de reprendre le contrôle de son... Sauf quand il a de la chance, on a vu ce qui s'est passé dans la baie de l'Hudson. Mais en règle générale, le plan B, il n'existe plus parce que justement, on n'a plus cette capacité. Donc le jour où le robot ne marche pas, il faut attendre qu'il remarche, avoir un bon service après-vente. Mais... Pour la première question, je ne crois pas qu'il y ait d'études entre cœlioscopie, chirurgie ouverte et chirurgie robotique. Je pense que la chirurgie cœlioscopique standard est beaucoup plus facile que pour la prostatectomie, c'est-à-dire que le gain probablement pour l'exérèse est moins important pour la cystectomie que pour la prostatectomie parce qu'il n'y a pas d'enjeu de plan de col vésical, choses comme ça. C'est un peu, une fois qu'on a fait la dissection, les ailerons c'est à peu près tout droit. Je pense que ça change beaucoup pour le curage ganglionnaire où on est beaucoup plus confortable en chirurgie robotique à mon avis. Et pour la reconstruction, on a tous vu des vidéos de reconstruction par cystoscopie, c'est vraiment très compliqué. Et là, je pense que c'est probablement plus discutable pour la partie exérèse, moins pour le curage. Et pour les types histologiques, on n'a pas encore étudié ça dans notre série. Ce qu'a moins souligné Jérôme quand même sur son exposé, c'est l'ergonomie exceptionnelle de cette machine. Et quand on fait une faveur à quelqu'un qu'on connaît bien, on lui dit je t'opère en premier le matin. Ça n'existe plus avec le robot. On a quand même pérennité du geste, alors qu'on rentrait de 2 ou 3 cellulos, on était tous un petit peu tendus, agressifs. Ça permet de préserver nos couples, ça nous permet d'avoir un comportement sociable et normal en sortant du bloc opératoire. Franchement, c'est difficile à vendre à des directeurs d'hôpitaux, mais j'aime autant vous dire que c'est tellement plus confortable, cette position qu'on a, sauf que les anesthésistes se prennent à parler, alors parfois on a un peu de cacophonie, c'est une autre nuisance, c'est une pollution. Mais c'est quand même important à souligner, c'est l'ergonomie de la machine. C'est quelle version vous avez? Le dernier, on en a 2. On a le ICI et le ICI. On a 4 Le ICI et le ICI, oui. Le ICI, oui. Tout d'abord, bravo pour votre remarquable exposé. Alors, ma question est la suivante, dans le chapitre consacré au cours. Et ça concerne un petit peu pas mal de spécialités récemment à l'Académie de chirurgie. Pour toutes ces techniques innovantes, il n'y a pas de cotation précise. Donc là, on touche à un vrai problème d'économie de la santé, et sur lequel probablement il faudra se pencher, parce qu'on ne peut pas parler des coûts sans parler d'une intervention qui n'est pas cotée ou assimilée à de la cystoscopie, etc. On est vraiment dans une impasse. Pourquoi j'en parle? Parce que je dois connaître votre position là-dessus. Et deuxièmement, je pense que l'Académie de chirurgie, comme bien entendu cette honorable institution, a vraiment un devoir à peser sur les institutions, pour que les choses puissent avancer un petit peu plus rapidement qu'elles le font, puisque pour d'autres technologies, par exemple, on apprend que la cotation, une cotation pour une nouvelle technique, ça va demander 10 ans. Oui, on code par assimilation depuis des années.
Et on utilise un code pour des techniques chirurgicales qu'on n'utilise plus pour faire une technique chirurgicale qu'on fait. Donc c'est vous dire à quel point on est dans un monde complètement délirant. Et puis il faut inscrire ça aussi dans le parcours de soins qu'a voulu le président Macron. Il faut voir un petit peu, parce que peut-être que les codages et les actes, ça va disparaître. Hein. Donc on va voir, dans cette démarche qualitative, je pense qu'il faudra veiller à inscrire ces parcours de soins sur des plateaux techniques optimisés, plutôt que de continuer à faire n'importe quoi à des petits volumes dans des petits centres. Mais ça, c'est un discours qui passe très mal en France. Non, mais surtout, je crois que la réponse, c'est le progrès, ça coûte cher. Il n'y a pas de progrès qui ne coûte pas quelque chose en plus. Bon. Et donc, il est absolument indiscutable que cette chirurgie robotique est un progrès. Et je trouve que d'ailleurs Jérôme ne l'a pas assez dit, c'est pour le confort post-opératoire du patient, mais c'est sans commune mesure. Ils sont tous au fauteuil le lendemain. Certains reprennent leur alimentation très tôt. Alors c'est vrai qu'il y a un peu la rate là-dedans, mais c'est quand même beaucoup moins traumatisant que ce qu'on leur faisait avant. Et donc, je trouve que la question ne se pose même pas. Alors après, c'est combien ça coûte d'être inconfortable, c'est difficile à chiffrer, ou d'être plus confortable, peu importe. Combien ça coûte d'avoir une cicatrice affreuse, notamment quand on est une femme, parce que le balafré masculin, ça fait plutôt bien. Et ça, c'est très difficile à chiffrer aussi. Moi, je trouve que si le surcoût de l'acte et de l'hospitalisation n'est que de 2 000 €, ce qui est le cas, il n'y a même pas de discussion. Enfin, et la société, effectivement, comme Jérôme l'a très bien montré, nous offre des choses tellement infiniment plus chères, sans que ce soit d'ailleurs tellement discuté, ni d'ailleurs discutable, que ce n'est pas un problème. Et que probablement la seule raison, comme le disait notre président tout à l'heure, qui fait que le robot a été discuté, c'est qu'il y avait une espèce de monopole d'une seule firme, pas française d'ailleurs, et que ça a énervé un peu les gens. Mais on ne peut plus actuellement envisager, du moins à mes yeux, de se faire opérer en neurologie autrement qu'avec cette technologie, que ce soit de la prostate pour les cancers, que ce soit du rein pour les tumeurs ou bien les jonctions, ou que ce soit pour les tumeurs de vessie quand on fait une cystectomie. C'est comme ça. Alors par contre, la seule chose qui me paraît, je suis d'accord pour dire qu'on fera plus de grandes néphrotomies bivalves et que probablement on fera plus de cystectomie ouverte d'ici 2-3 ans, bien sûr. Le seul truc, c'est pendant combien de temps sommes-nous certains de pouvoir effectivement maintenir ce niveau de vie que nous avons actuellement dans notre pays, et est-ce qu'il ne faut pas garder la possibilité de... Et ça se discute beaucoup. Moi, je vais vous dire, j'ai un seul exemple pour dire, nos voitures n'ont plus de route de secours. Et très récemment, j'ai éclaté sur un bord de trottoir, et j'ai vraiment eu l'impression d'être un con, sur le bord de trottoir, en pleine campagne, et j'ai, le téléphone, j'ai pouvoir arrêter 3 heures, et voilà. Mais bien sûr, on trouve toujours des moyens de s'en sortir, mais la route de secours, c'était le cric. C'était des trucs qui avaient quand même un certain charme. Voilà. Jacques, est-ce que tu peux t'exprimer? Je vais m'exprimer parce que j'ai eu la chance, moi je trouve que ça a été un bonheur pour moi de travailler à la Haute Autorité de Santé sur le remboursement de la prostatectomie pour cancer. Et au terme de pas mal de discussions, nous nous sommes prononcés pour le remboursement de la prostatectomie pour cancer, qui malheureusement, je crois, n'est pas encore rentré, n'est pas encore fait. Alors, on s'est prononcé sur la base de données de la littérature. Il a fallu attendre longtemps, et notamment l'article du Lancet qui comparait l'approche robotique et l'approche laparoscopique en ne montrant aucune infériorité. Et sur la base d'un progrès technique, l'engagement des chirurgiens et surtout des jeunes chirurgiens sur ce progrès technique, dans la mesure où il n'y a pas d'infériorité, il fallait pas rester sur une technique traditionnelle. Alors, en ce qui concerne la cystectomie, les choses sont un peu différentes, dans la mesure où il y a une étude du New England comparative du Sloan Kettering qui ne montre pas d'avantage au robot, qui ne montre pas d'infériorité, mais qui n'est pas très en versus la ouverte. Donc ça, j'aimerais bien que vous prononciez sur cette étude, qui regroupe, je crois, une 50aine de malades dans chaque groupe. Donc, autrement dit, c'est pas fou de faire une étude contrôlée, continue de se mettre dans des études contrôlées.
Et puis, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose, une bombe, quand même, il y a 15 jours, qui démontre une infériorité sur le cancer du col en gynécologie, des voies mini-invasives par rapport à la chirurgie ouverte, en termes de survie et en termes de récidive localisée. Voilà. Alors sur l'étude du MSKCC, c'était pas supérieur le robot. Il faut savoir que c'était en dérivation extracorporelle totalement et que l'exérèse a été faite par les chirurgiens robotiques et que la reconstruction a été faite par les chirurgiens conventionnels, c'est-à-dire pas le même chirurgien. Et je crois qu'il y avait au sein de cette institution, de ce que j'ai pu en entendre, un peu d'hostilité vis-à-vis du robot, c'est-à-dire que les chirurgiens ouverts ne voulaient pas perdre la main sur leur construction, et donc c'est pas tout à fait. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement pertinent celle-là. Je pense qu'elle l'est plus pour l'étude randomisée Resource où c'est multicentrique avec des chirurgiens différents. Donc on compare un expert en chirurgie robotique et un expert en chirurgie ouverte. Donc ça a plus de sens. Et pour l'instant, alors je parle pas ça n'a pas montré d'infériorité, ça n'a pas montré de supériorité non plus en dehors de la transfusion, on est complètement d'accord. Je ne connaissais pas l'étude sur le cancer du col, sur la voie mini-invasive dont vous parliez. C'est évident que si la chirurgie, pour la vessie en tout cas, montrait une infériorité, il y a un Resource, mais il y en a d'autres qui vont sortir, parce que c'était la première, et donc on parle beaucoup de celle-là, mais il y en a d'autres qui vont sortir. Je pense que si on voit qu'il y a des carcinoses péritonéales, que les résultats à plus long terme sont pas reproductibles et qu'il y a plus de problèmes, ça va s'éteindre tout seul. Mais c'est pas mon impression pour l'instant. Juste un point, je pense que si en termes de chirurgie on continue à raisonner comme on le fait aujourd'hui avec l'évidence de médecine, on va se planter et on va dans un mur et on appuie sur l'accélérateur comme on continue à le faire. Et si les instances continuent à juger le champ de la chirurgie comme le champ de la médecine par le prisme de l'évidence de médecine, il y a foncièrement une erreur depuis le début, car on n'aura jamais la qualité des essais qu'ont les oncologues avec la thératérone ou le Zytiga, pour la simple et bonne raison que 90% des études qui sont publiées dans le New England Journal of Medicine sont supportées par l'industrie pharmaceutique. Donc il faut arrêter avec l'évidence de médecine et de baser les jugements des uns et des autres juste sur ces critères-là, qui sont totalement fallacieux et inapplicables au gérant de la chirurgie. Donc je pense que c'est bien d'essayer de faire des essais randomisés, c'est bien d'essayer d'avoir des recommandations. Je fais partie de ceux qui les écrivent et qui vont les promouvoir, mais il faut garder un peu de bon sens. Et il faut voir le décalage qu'il y a entre le champ de l'évidence de médecine et la réalité des pratiques. Et c'est de cela dont on souffre aujourd'hui, parce que la vitesse avec laquelle la technologie arrive au bloc opératoire va créer les scandales comme on l'a vu dans le monde il y a 3 semaines sur les devices, etc. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation d'un certain nombre de choses. Et donc on est dans des démarches qualitatives, notamment la réhabilitation améliorée de la chirurgie, la prise en charge des patients, etc. Donc nous, on se confond autant que faire se peut avec le genre d'évidence de médecine. Dieu sait si on a tenté de publier dans ce domaine-là, mais je pense quand même qu'il faut garder un peu de pragmatisme, un peu de bon sens. Je m'excuse de m'apporter de la polémique, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais fais attention quand tu parles si tu viens à l'Académie de médecine faire un topo là-dessus, parce que l'évidence de médecine, c'est pas uniquement l'essai prospectif, randomisé, contrôlé, etc. Donc, il y a ce qui doit changer, c'est pas ça, et on en a parlé récemment avec des épidémiologistes et surtout des statisticiens, c'est de supprimer cette idée, j'allais dire, qui vient de Claude Bernard, qui est une maladie, une cause, si on traite la cause, on traite la maladie avec des essais prospectifs randomisés. Les techniques d'analyse devront être différentes, et je te signale qu'en cancérologie, c'est exactement la même chose, parce qu'on trouve maintenant des molécules qui ne guérissent pas un cancer, puisqu'on ne traite plus des cancers suivant leur localisation, mais suivant la régulation génomique. Donc les essais contrôlés peuvent plus exister, puisque tu ne peux pas contrôler. Donc voilà, nous avons une évolution, mais je crois qu'il faut qu'on conclue, c'est un débat différent. C'est toujours très passionnel quand on parle robot, mais je voudrais te faire une remarque, si tu veux, qui me paraît extrêmement importante pour savoir le progrès, notamment pour les téléphones, pour la voiture, pour la radio. On est tous ici, je me tourne vers les plus vieux. Moi j'ai été avec ma mère traverser Paris pour acheter un transistor Pison Brosse quand j'avais 6 ans et demi, parce que ça n'existait pas. On avait acheté bon. Et tout ça pour dire que le progrès coûte cher, mais le développement du progrès réduit son coût. Ça veut dire que plus on en fera, le frigidaire au début il y a 100 ans, ça avait une fortune. Maintenant, vous avez des réfrigérateurs chez Darty à 120 €. Donc je pense qu'il faut complètement aller dans l'autre sens. Et j'encourage à la merveille la chirurgie robotique en sachant, et je me tourne vers Jacques, il sait bien, on en a souvent parlé, c'est très très difficile, et c'est très difficile parce qu'à l'inverse, on a des contraintes financières qui sont très difficiles. Merci, bravo en tous les cas. Merci. Remarquable.